Tout commence dans une salle d'audience silencieuse, où un jeune garçon du nom de Jung assiste, impuissant, au procès de l'homme qui a assassiné sa mère sous ses propres yeux. Le juge prend la parole. Il qualifie le meurtre d'accident, insiste sur les remords sincères de l'accusé et sur sa volonté de se réconcilier avec la famille endeuillée. En tenant compte de son passé judiciaire et de sa fragilité psychologique, la cour ramène sa peine à seulement 3 ans et demi, à condition qu'il suive un suivi psychiatrique. Jung, encore enfant, reste figé de stupeur. Le choc devient insupportable lorsqu'il voit le meurtrier quitter le tribunal la tête haute, un sourire satisfait aux lèvres, allant jusqu'à le narguer ouvertement. La preuve, s'il en fallait une, qu'aucun remords n'habite cet homme. Le petit garçon repense alors au moment où sa mère, pour le protéger, s'était interposée devant tous. Ses yeux à elle furent mutilés de la façon la plus cruelle qui soit, uniquement parce que ce criminel avait décidé de s'en prendre précisément à elle. 12 longues années passent. Le même homme ressort de prison après avoir purgé sa peine réduite. Rien n'a changé chez lui, il est toujours aussi violent. On le voit s'emparer d'un bus en pleine rue et le saccager devant des passagers terrifiés qui n'osent pas intervenir. Après avoir tabassé quelqu'un sans raison, il s'éloigne, parfaitement détendu, comme si de rien n'était. C'est alors qu'il remarque une silhouette qui le suit depuis un moment. Un jeune homme masqué, au regard glacial. Quand il l'interpelle pour savoir qui il est, l'inconnu se jette sur lui sans attendre et lui déclare que des criminels comme lui devraient payer de leur vie. Il lui reproche de détruire tant d'existences et lui assure que des hommes de son espèce n'auraient jamais dû retrouver la liberté. Le combat est long et brutal, mais le jeune inconnu finit par prendre le dessus et achève le criminel. La chance veut que la scène se déroule dans une ruelle déserte, à l'abri de tout témoin. L'inconnu rentre chez lui en courant, comme si rien ne s'était passé. On comprend alors qu'il s'agit de Jung en personne, l'enfant qui, 12 ans plus tôt, avait vu sa mère mourir sans pouvoir la sauver. Devenu adulte, il vient de venger sa mère en supprimant son bourreau d'une manière tout aussi violente. Mais le twist ne s'arrête pas là. Le lendemain, on découvre que Jung est en réalité élève à l'académie de police, sur le point d'être diplômé et considéré comme l'un des futurs officiers les plus prometteurs. C'est même le meilleur élève de sa promotion, si brillant que son instructeur envisage sérieusement de le nommer officier avant même la remise des diplômes. Un jour de repos, alors que ses camarades quittent l'académie pour rentrer chez eux, il l'invite à se détendre avec eux. Il refuse poliment, prétextant être occupé. De retour chez lui, Jung tombe sur un reportage. Une femme modeste subit chaque jour le harcèlement d'une bande de voyous qui saccage sa maison et la terrorise. Malgré sa plainte, les coupables n'ont été arrêtés que 2 petits jours avant d'être relâchés, reprenant aussitôt leurs méfaits. Jung décide d'intervenir lui-même. Il retrouve l'adresse de la victime et, comme par miracle, arrive au moment précis où les voyous s'en prennent de nouveau à elle. Il les rosse tous sans pitié et les laisse à terre. Il ne leur demande même pas d'écrire une lettre d'excuse pour leurs actes. Ils ne le méritent pas. Peu après, Jung tombe sur un autre reportage. Un chirurgien esthétique a agressé une patiente et filmé la scène en secret. Malgré la dénonciation et son arrestation, il n'écope que de 6 mois de prison, sans être radié de l'ordre des médecins. Jung juge cette sanction scandaleusement légère et décide de s'occuper personnellement du praticien. Il arrive juste à temps pour empêcher une nouvelle victime de subir le même sort. Après l'avoir violemment corrigé, il lui brise volontairement le bras pour l'empêcher à jamais d'opérer, et le prévient qu'il devra abandonner la médecine, sous peine d'être éliminé pour de bon la prochaine fois. On comprend alors que Jung n'est pas seulement un futur policier modèle, mais un homme qui s'est autoproclamé justicier, éliminant criminels et voyous par des méthodes totalement illégales. En parallèle, on fait la connaissance de Choi, journaliste reconnue, qui enquête sur cette série d'agressions récentes. Elle informe son rédacteur en chef que toutes les victimes rouées de coups partagent un point commun. Ce sont d'anciens criminels ayant bénéficié de peines clémentes avant d'être relâchés. Persuadée qu'un vengeur nocturne agit dans l'ombre, elle suit l'affaire de près. Le phénomène devient rapidement viral, et ce justicier mystérieux se voit surnommé le veilleur de nuit, ou encore le vengeur civil. En apprenant cette nouvelle, Jung s'inquiète et enrage. Il ne s'attendait pas à ce que son secret s'ébruite si vite. Cela ne l'arrête pourtant pas dans sa croisade. Cette fois, la justice semble suivre son cours normalement. Un conducteur ivre a percuté et tué un piéton, mais l'affaire a été classée sans suite, sans la moindre sanction. Jung se prépare à intervenir, mais la situation prend une tournure inattendue. Il retrouve le chauffard aux funérailles de la victime, réellement anéanti par le remords. Touché par sa sincérité, Jung décide de lui accorder son pardon, estimant qu'il mérite une seconde chance. Pendant ce temps, au terme d'une longue enquête, Choi remarque un détail troublant. Les crimes du veilleur de nuit surviennent uniquement le week-end, exactement les jours de congé de Jung à l'académie. Choi guette impatiemment le prochain passage à l'acte, d'autant plus intrigué par ce pardon inattendu accordé au chauffard. Aucun crime n'a lieu le week-end suivant, ce qui pousse Choi à avoir une idée audacieuse. Dévoiler chaque semaine, dans son émission, une nouvelle affaire criminelle jugée trop clémente, offrant ainsi de nouvelles cibles aux veilleurs de nuit sur un plateau. Cette semaine-là, la cible désignée est un homme qui a agressé une adolescente dans un parc d'attractions. Au lieu d'une condamnation à perpétuité, il n'écope que de 6 ans et s'apprête déjà à retrouver la liberté. Jung visionne le reportage et se sent immédiatement happé par cette affaire. Il mène sa propre enquête pour rassembler un maximum d'informations sur le criminel. Au même moment, des manifestants se réunissent devant le domicile de l'homme, réclamant un changement de la loi et la peine maximale.
Choi scrute la foule, espérant y repérer le veilleur de nuit. À la tombée du jour, alors que tout le monde marche dans les rues, le criminel prend soudain la fuite en voiture. Une patrouille se lance immédiatement à sa poursuite, le suivant jusqu'au port, où des dizaines de véhicules identiques leur font perdre sa trace. Le lendemain, informés de l'affaire, les policiers perquisitionnent son domicile sans trouver le moindre indice permettant de l'identifier formellement. Le dernier signal de son téléphone provenait du port. Tous les navires sont donc fouillés avant leur départ. Pendant ce temps, à l'académie, Jung est assis en amphithéâtre, incapable de se concentrer, l'esprit obnubilé par la disparition du criminel. Son professeur, remarquant sa distraction, l'interroge sur les raisons qui poussent tant de criminels à récidiver après leur sortie de prison. Jung répond avec une logique glaçante. Ces hommes ne se reconnaissent jamais coupables et, une fois libres, cherchent à se venger de leurs victimes, convaincus que c'est elle qui a détruit leur existence. Le professeur, impressionné, ne cache pas son admiration. Ce même jour, la police intensifie ses recherches pour retrouver le fugitif, réclamant même des renforts pour ratisser la ville et les navires. Cette mobilisation entraîne le retrait d'un des officiers postés devant le domicile de la victime. Un seul agent reste alors en faction. À cet instant précis, un livreur se présente, prétendant avoir été payé pour un repas. C'est alors que l'horreur éclate. Le livreur n'est autre que le fugitif lui-même. En un éclair, il attaque et poignarde sauvagement le policier. Alertée par le bruit, la victime sort de chez elle pour comprendre ce qui se passe et se retrouve nez à nez avec son bourreau, parvenant tout juste à s'échapper vers la cage d'escalier. Alors que le criminel s'apprête à l'achever, quelqu'un surgit par derrière et le plaque au sol. Jung. Il le roue de coups sans la moindre pitié avant de le forcer à rédiger une lettre d'excuse à sa victime, confessant tous ses crimes. Pendant ce temps, Choi, toujours posté près du port, comprend soudain que le fugitif pourrait profiter de la confusion policière pour atteindre sa cible et se précipite vers l'immeuble. La victime, en voiture, manque de renverser un jeune passant. Il s'agit de Jung lui-même, qui s'excuse rapidement avant de disparaître. À son arrivée, Choi découvre une scène de chaos total. Grâce à une ruse, elle parvient à convaincre la police qu'elle réside sur le ferry et monte à bord, pour y découvrir exactement ce qu'elle espérait. Le criminel gît sans vie, une lettre d'aveu ensanglantée posée à côté de lui. Choi jubile. La preuve est là, le veilleur de nuit a percé son stratagème et son plan a fonctionné à merveille. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Toutes les chaînes et journaux ne parlent plus que de ce nouveau criminel abattu par le justicier. La police, elle, est furieuse. D'autant plus que l'opinion publique commence à voir dans le veilleur de nuit un véritable héros rendant justice, et non un meurtrier à traquer. En pleine réunion de crise, le directeur de la police ordonne à ses hommes d'empêcher les journalistes de filmer la scène du crime. Mais avant même la fin de son discours, les images de la victime sont déjà diffusées en direct. Furieux de cet échec répété, il exige que l'on restreigne la diffusion des informations et que l'on cesse de présenter le justicier comme un héros. Pendant ce temps, l'officier Jay, également connu sous le nom de Dr John à l'académie, se voit confier l'enquête grâce à son expérience de détective aguerri. Arrivé sur les lieux, il est stupéfait de constater que le veilleur de nuit n'a laissé aucune trace, pas le moindre indice exploitable. Les enquêteurs ont conclu qu'il possède une intelligence hors norme et une parfaite maîtrise des méthodes d'investigation policière, ce qui expliquerait sa capacité à effacer systématiquement ses empreintes. Alors qu'ils inspectent les lieux, une adolescente furieuse fait irruption et leur reproche de vouloir arrêter le justicier. Selon elle, il devrait plutôt le remercier, puisqu'il accomplit ce que la police est incapable de faire. Les agents peinent à l'éloigner de la scène, tandis que Choi, elle, jubile intérieurement en voyant l'audience de son émission exploser. Elle prépare déjà 3 nouvelles affaires impliquant 3 nouveaux criminels. Chaque semaine, une histoire est mise en avant, et le veilleur de nuit s'en charge. Cette fois, il s'agit d'un adolescent nommé Do. Après une dispute avec son patron, Do décide de se venger. Il s'introduit chez lui en son absence, aidé de 2 complices, massacre sa femme et ses 2 enfants. Étant mineur, il écope d'une peine légère et reprend sa vie normalement. Jung entend cette histoire à la salle de sport et en reste bouleversé. Cette nuit-là, il s'introduit discrètement dans le cabinet de son médecin pour consulter le dossier de la victime sur ordinateur. Il découvre de nouveaux détails glaçants sur le massacre, et son cœur se brise devant les photos des enfants assassinés. En apprenant leur jeune âge, sa colère redouble. Il parvient même à consulter le compte Instagram de Do et sombre dans une rage noire en le voyant faire la fête sans le moindre remords, comme si aucune famille n'avait été anéantie par sa faute. Jung décide alors que Do sera sa prochaine cible. Le monde doit être débarrassé de cette pourriture. Le week-end suivant, quand ses camarades l'invitent à sortir, il accepte pour la première fois, et les emmène justement dans le cabaret où Do passe habituellement ses soirées. La chance est de son côté. Do s'y trouve ce soir-là. Une jeune femme, séduite par Jung, l'entraîne à l'écart pour discuter. Il la suit sans hésiter, car cela le rapproche justement de la table de Do. La fille remarque alors que Jung fixe intensément Do. Alors elle l'emmène dans un coin tranquille et lui confie qu'elle sait pourquoi il l'observe ainsi. Il se crispe un instant, mais elle poursuit et lui présente une marchandise illégale hors de prix, persuadée que c'est ce qu'il convoite. Elle explique que Do ne la vend pas à n'importe qui, mais qu'elle peut arranger les choses pour lui. Croyant qu'il est venu pour cette marchandise et non pour éliminer Do, elle la lui glisse discrètement dans la main. Le produit s'avère extrêmement puissant. Il l'affecte presque instantanément et le rend momentanément aveugle.
Le lendemain, Jung se réveille chez lui sans aucun souvenir de la soirée. Suite à cet épisode, il décide de temporiser et de se renseigner davantage sur la véritable nature de Do avant de passer à l'acte. Jung commence alors une surveillance minutieuse, découvrant peu à peu ses activités et ses relations. Il finit par apprendre que Do est impliqué dans un vaste trafic de drogue. Il continue de l'épier jusqu'à repérer la cachette secrète où l'argent est dissimulé. Disposant désormais de toutes les preuves nécessaires, Jung décide néanmoins de lui offrir une dernière chance avant d'agir. Il laisse un mot d'avertissement sur sa voiture. « Rends-toi », accompagné d'un numéro de téléphone. Pris de panique, Do demande immédiatement à son assistant de vérifier l'identité derrière ce numéro. Il appartient à un agent des stupéfiants. La nouvelle le terrifie et il passe toute la journée rongé par l'angoisse. Puis, lorsqu'il comprend enfin ce qui se trame, des policiers font irruption dans le cabaret où il faisait la fête. Pris de panique, il se précipite vers sa cachette secrète pour découvrir, stupéfait, que la porte est déjà ouverte. Pire encore, tout l'argent a disparu du coffre. C'est alors que Jung surgit derrière lui, jette les billets volés au sol et lâche froidement. « Je t'avais donné une chance de te racheter. C'est toi qui l'as gâché. » Il lui demande s'il ressent le moindre remords pour la famille qu'il a massacrée. Mais seul l'argent semble compter aux yeux de Do. Dégoûté, Jung y met le feu sous ses yeux avant de s'en prendre violemment à lui, allant jusqu'à l'étrangler tout en lui montrant les photos des enfants innocents qu'il a tués. Do est battu sans merci et contraint, terrifié, de rédiger une lettre d'excuse pour ses crimes. À l'aube, la police retrouve son corps couvert de contusions dans sa cachette. Une fois encore, le monde bascule dans le chaos. Cette fois, une brigade spéciale est constituée exclusivement pour traquer le veilleur de nuit. Des conférences de presse sont organisées pour convaincre l'opinion publique qu'il s'agit lui aussi d'un criminel méritant d'être puni, d'autant que beaucoup continuent de le vénérer comme un héros. C'est à ce moment qu'apparaît l'agent Jay, le nouvel enquêteur chargé de l'affaire. Sa première initiative consiste à rendre visite à l'assistant de Do pour l'interroger sur les dernières personnes que celui-ci avait fréquentées. L'assistant refuse de parler. C'est alors que le visage menaçant de Jay se révèle dans toute sa brutalité. Sa carrure impressionnante lui permet de soulever le jeune homme d'une seule main, comme s'il pouvait le précipiter du toit sans le moindre effort. Terrifié, l'assistant finit par avouer que Do lui avait confié un numéro de téléphone avant de mourir, celui d'un agent des stupéfiants. Fort de ces informations, Jay appelle aussitôt son supérieur pour l'assurer qu'il progresse rapidement dans l'enquête et qu'il découvrira bientôt qui se cache derrière le masque du veilleur de nuit. Ce que personne n'avait anticipé, cependant, c'est que le justicier soit devenu une véritable icône pour la jeunesse, certains allant jusqu'à imiter ses vêtements et ses méthodes. Les citoyens n'hésitent plus à se dresser face aux criminels, certains préférant même se rendre à la police, la prison étant devenue plus sûre que d'attendre le passage du veilleur de nuit. De son côté, Jung continue méthodiquement sa quête de nouvelles cibles. Il tombe sur un article de Choi relatant l'histoire d'un livreur percuté par une voiture alors qu'il traversait la rue. Le conducteur, après s'être arrêté, réalise que sa victime est encore en vie et pourrait être sauvée. Mais, craignant les poursuites et l'amende, et s'assurant qu'aucun témoin ni caméra ne l'observe, il remonte dans son véhicule et l'écrase délibérément une seconde fois pour l'achever. Il prend la fuite et n'écope au final que d'1 an de prison pour une simple infraction routière. Révolté par cette peine dérisoire, Jung décide de se renseigner sur cet homme. Le lendemain, il se rend sur son lieu de travail et tombe sur la mère de la victime, en pleine altercation avec le chauffeur. Ce dernier, sans le moindre scrupule, l'insulte et va jusqu'à rejeter la faute sur elle et son fils, prétendant qu'ils ont ruiné sa vie. Jung, témoin de la scène, décide sur le champ que cet homme mérite la mort. Il attend patiemment le moment propice pour agir. Mais, à sa grande surprise, plus tard dans la journée, le veilleur de nuit s'en prend au chauffeur avant même lui et le noie. Dans une piscine, l'agression est d'une violence inhabituelle. Contrairement à ses habitudes, il ne lui demande même pas de s'excuser au préalable. Puis on découvre enfin, ou presque, le visage du veilleur de nuit. En réalité un simple masque, sa voix elle-même étant déguisée. On comprend alors que ce n'est pas Jung, mais l'un de ses nombreux imitateurs. Ce même jour, le véritable héros aidait justement son vieux voisin à ramasser des cartons dans la rue lorsqu'il entend aux informations le récit du sauvetage du chauffard par le veilleur de nuit. Stupéfait, il apprend par le journaliste que c'est bien ce dernier qui l'a exécuté. Fou de rage, Jung se demande qui a osé usurper son identité. Au même instant, Choi enrage de voir une autre chaîne s'emparer du sujet du veilleur de nuit. Et ce qui l'exaspère plus encore, c'est que cette chaîne diffuse des révélations inédites, même pour elle. Pire, elle s'approprie ses idées en exposant des criminels ayant bénéficié de peines bien trop clémentes. Étrangement, avant même la semaine suivante, tous les criminels cités par cette chaîne ont déjà été éliminés. Mais la véritable surprise vient de la diffusion, pour la toute première fois, d'un message exclusif attribué aux gardiens de nuit. Il y déclare que rendre justice est devenu quasiment impossible dans ce pays, la loi étant truffée de failles qui protègent les coupables. Il ajoute « Nous sommes là pour obtenir justice, et nous continuerons d'éliminer les criminels jusqu'à ce que la loi change. » Jung entend ce message en compagnie de ses amis, et une évidence s'impose alors à lui. Furieux, sous le coup de la colère, il affirme que ce message ne provient pas du véritable justicier. Ses amis, surpris, lui demandent comment il peut en être aussi certain. Se reprenant rapidement, il explique que l'usage du pronom « nous » trahit la présence de plusieurs personnes, alors que le véritable veilleur de nuit a toujours agi seul.
Choi arrive à la même conclusion pour deux raisons. D'abord, cet imposteur commet des crimes tous les jours et non uniquement le week-end comme l'original. Ensuite, il ne laisse jamais de lettre d'aveu à ses victimes, contrairement au vrai justicier. Choi décide alors de tenter quelque chose, rallier le véritable veilleur de nuit à sa cause. Elle accepte une interview télévisée, en tant que première journaliste à avoir révélé l'affaire et suivi la piste du véritable vengeur. L'intervieweur, célèbre pour son franc-parler, lui demande pourquoi elle défend un criminel. Elle répond que le veilleur de nuit est le seul à véritablement comprendre les victimes et à avoir mesuré à quel point la disparition d'un proche peut anéantir une famille. Elle rappelle que personne n'a jamais soutenu ces familles, pas même la justice, incapable de leur rendre ce qu'elles méritaient. Selon elle, il est le seul à avoir accompli une tâche que l'État entier échouait à assumer. C'est pourquoi, insiste-t-elle, on ne devrait pas le qualifier de criminel. Son plan fonctionne à merveille. Jung, en visionnant l'interview, ressent qu'il partage exactement la même vision qu'elle. Au même moment, dans la rue, un voyou conduit dangereusement pendant qu'une vieille dame peine à sortir sa voiture de son emplacement, juste devant lui. Au lieu de patienter, il perd son sang-froid et la percute violemment. Le propriétaire d'un kiosque voisin, témoin de la scène, se précipite pour affronter l'agresseur et le frappe à plusieurs reprises jusqu'à l'arrivée de la police, qui les arrête tous les deux. De retour à l'académie, Jung apprend la nouvelle et découvre, effondré, que la vieille dame est décédée. Il s'agit de la même voisine qui l'aidait régulièrement. Rongé par la colère, il apprend que le criminel a été hospitalisé pour soigner les blessures de la bagarre et se trouve désormais sous surveillance policière. Jung se rend lui-même à l'hôpital, persuadé que le veilleur de nuit ne tardera pas à surgir pour l'achever. Choi partage ce pressentiment. Elle gare sa voiture face à l'hôpital et installe discrètement sa caméra, espérant enfin percer le mystère de son identité. Pendant ce temps, l'officier chargé de surveiller le criminel reçoit un appel l'informant que son véhicule, garé au parking, vient d'être percuté. Profitant de son absence momentanée, Jung se glisse dans la chambre et attrape le criminel à la gorge. De toutes ses forces, il le menace. « Je te donne une chance de sauver ta peau. Au tribunal, tu avoueras tes remords et demanderas toi-même la peine maximale. Sinon, je reviendrai t'achever. » Terrifié, l'homme obéit à ses conditions. Jung s'éclipse ensuite vêtu d'une blouse blanche d'infirmier. Par malchance, il croise Ji, qui le remarque et le soupçonne immédiatement, sans toutefois pouvoir l'appréhender à temps. Ji entend alors le criminel appeler à l'aide et se rue dans sa chambre. Ce dernier lui explique que le veilleur de nuit vient de le menacer de mort. Ji est désormais convaincu que l'infirmier croisé plus tôt n'était autre que le justicier. Il se lance à sa poursuite, mais Jung parvient à s'échapper de l'hôpital. Au moment où tout semble terminé, un bruit sourd retentit soudain. Le corps du criminel vient d'être précipité par la fenêtre de sa chambre, s'écrasant dans la rue en contrebas. Tout le monde reste sans voix, en particulier Jung, qui aperçoit au loin un homme vêtu exactement comme lui prendre la fuite par l'arrière de l'hôpital pour monter dans une ambulance. Il se lance immédiatement à sa poursuite afin de démasquer cet imposteur. Après une course-poursuite haletante, il finit par rattraper l'ambulance et s'y engouffre. À l'intérieur, l'homme, roué de coups, esquisse un sourire et déclare « Enfin, nous nous rencontrons. Je savais que ce jour arriverait, Jung. » Ces mots glacent Jung d'effroi. Quelqu'un connaît son secret le mieux gardé. Une fois en sécurité, celui qui a orchestré tous ces incidents voit l'homme blessé sortir de l'ambulance, surexcité. Vous n'imaginez pas ma joie. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Je suis votre plus grand admirateur et je rêve de faire équipe avec vous. Je vous promets toute mon aide pour votre mission. Mais Jung le repousse catégoriquement. Tu ne seras jamais comme moi. Tu ne fais que salir ma réputation en supprimant froidement des gens, sans même leur laisser une chance de se repentir. Un combat féroce éclate entre eux, révélant des talents comparables. Ni l'un ni l'autre ne prend l'avantage, jusqu'à ce que Jung parvienne enfin à précipiter son adversaire blessé depuis le toit. Suspendu à la rambarde, l'homme le supplie d'épargner sa vie. Il accepte de le sauver à condition qu'il retire son masque et révèle son identité. Jung répond froidement « Peu m'importe qui tu es. L'essentiel, c'est que tu arrêtes tout et que tu restes loin de moi. » De retour à l'académie, Jung reçoit un nouveau message de son admirateur qui réitère sa proposition de collaboration pour traquer les criminels. Jung le lit sans jamais répondre. Pendant ce temps, j'ai épluché les registres de l'hôpital pour identifier l'infirmier aperçu dans le couloir, sans succès. Il se rend ensuite chez le frère aîné du criminel décédé, un certain Ken, chef d'un gang notoire, pour le mettre en garde, qu'il ne s'en mêle surtout pas. Il lui rappelle que l'enquête relève exclusivement de la police, qui finira par retrouver le meurtrier elle-même, et l'avertit fermement de ne jamais chercher à se faire justice lui-même. Le lendemain, dans son bureau, Choi visionne les images capturées devant l'hôpital. Le veilleur de nuit y apparaît bel et bien, mais son visage reste totalement indiscernable. C'est alors qu'un homme d'affaires influent, nommé Jok, vient la rencontrer, le visage marqué d'égratignures et de contusions. On comprend qu'il s'agit du même justicier qui s'est battu contre Jung la veille, le visage encore tuméfié. Jok propose à Choi une somme colossale en échange d'articles élogieux sur le veilleur de nuit. Elle décline poliment, préférant préserver son indépendance. Jok lui rétorque qu'il sait pertinemment qu'elle l'admire et le défend, avant de révéler qu'il en est lui aussi un fervent admirateur, au point d'embaucher systématiquement quiconque se fait renvoyer pour l'avoir imité. Selon lui, il faut protéger ce héros afin qu'il puisse continuer sa lutte contre la corruption sans crainte.
Il l'invite à bien réfléchir avant de répondre. Une fois seule, Choi, encore sous le choc, éclate d'un rire nerveux. Elle a du mal à croire qu'un homme aussi extravagant puisse mener une vie ordinaire, qui plus est comme homme d'affaires prospère. Pendant ce temps, les enquêteurs se réunissent une nouvelle fois pour faire le point sur l'affaire, toujours sans le moindre indice concret. Jay récupère le dernier rapport et se rend le présenter au Dr John à l'académie. En arrivant, John aperçoit ses propres élèves et panique intérieurement, se sentant soudain trahi. Après un silence troublé, se demandant s'il s'agit bien de la personne croisée à l'hôpital, il chasse cette pensée et poursuit son chemin vers le bureau comme si de rien n'était. Une fois le rapport remis, on lui apprend que les soupçons se portent désormais sur un policier. Étant donné sa parfaite maîtrise des méthodes d'enquête et sa capacité à ne jamais laisser de traces, on l'interroge sur ses propres élèves, lui demandant de fournir des renseignements les concernant. John refuse catégoriquement, invoquant la confidentialité due à ses étudiants. Le même jour, il découvre que Ken n'a pas tenu compte de son avertissement et est parti à la recherche du veilleur de nuit en cachette. Cette nouvelle rend Jung furieux, et il se précipite au repère du gang. Cette fois, fini la politesse. Il révèle une facette bien plus violente de lui-même, prenant d'assaut les lieux et rouant de coups chacun des membres présents. Seul face à eux tous, il parvient malgré tout à les vaincre. Sa force impressionnante lui permet même de soulever une grille métallique d'un seul bras. Terrifié, Ken finit par céder aux menaces de Jung et jure de ne plus jamais s'en mêler. De retour à l'académie, le Dr John remarque les blessures qui marquent le visage de Jung. Interrogé, ce dernier ment en prétendant s'être entraîné au combat avec un camarade. John, sceptique, lui demande de reproduire les mouvements devant lui. Mais un appel providentiel vient tirer Jung de ce mauvais pas. Il s'avère que un policier se présente accompagné d'une adolescente affirmant que Jung l'a sauvé la veille de 2 agresseurs, prétendant qu'il les a rossés pour la protéger. Un mensonge total. Jung comprend immédiatement que son admirateur masqué vient une fois de plus de lui inventer un alibi. Il rejoint la jeune fille et fait mine de croire son récit, avant de s'excuser auprès du Dr John, prétextant avoir eu peur d'être puni pour s'être mêlé d'une bagarre de rue. L'incident se referme sans éveiller les soupçons. Peu après, Jung envoie tout de même un message à son mystérieux admirateur pour lui proposer une rencontre. Au même moment, Choi rédige un nouvel article sur un homme d'affaires très en vue, du nom de Cam, sujet à d'innombrables rumeurs dont personne ne connaît la véritable teneur. Elle sollicite l'aide de l'une de ses collègues journalistes, qui lui révèle que l'empire de Cam n'est en réalité qu'une couverture pour un vaste réseau clandestin impliqué dans le trafic de drogue et l'extorsion. Lorsque la police avait tenté de le coincer, Cam avait usé de son influence pour reporter la majorité des charges sur un ami acteur, écopant lui d'une peine légère avant d'être finalement libéré faute de preuves. Cet acteur contacte alors la collègue de Choi pour lui confier son désir de faire éclater toute la vérité sur Cam. Choi et sa collègue se rendent au rendez-vous fixé, mais arrivent trop tard. Elle découvre l'homme pendu chez lui, une lettre laissant croire un suicide. La police classe immédiatement l'affaire. À l'époque, tout le monde a conclu au suicide, mais Choi et sa collègue sont convaincus qu'il s'agit d'un meurtre. Personne ne les croit, et le dossier reste fermé. Choi réalise alors à quel point la corruption est profondément enracinée dans le système, et que rien ne changera facilement. Lors des funérailles de l'acteur, Jung sort avec ses amis et croise la jeune fille qu'il a sauvée auparavant, laquelle l'invite à déjeuner. Tandis qu'ils marchent ensemble, il remarque J, en train de l'observer de loin. Il s'approche pour lui demander ce qu'il lui veut. J lui répond calmement qu'il vient lui adresser un avertissement officiel. Il doit cesser ses agissements avant que tout ne dérape. Jung feint l'incompréhension, mais J sait parfaitement à qui il a affaire. Pourtant, au lieu de l'arrêter, J choisit de ne pas révéler son identité pour l'instant, persuadé qu'un tel scandale ne ferait que renforcer son soutien populaire. Il s'éclipse, tandis que Choi et sa collègue poursuivent leur enquête sur la corruption. Elles finissent par découvrir, dissimulé dans le port, un conteneur rempli d'ordinateurs et de serveurs dédiés aux crypto-monnaies et à d'autres activités illégales. Soudain, un homme armé d'un couteau les attaque. La collègue de Choi se sacrifie pour lui permettre de fuir. Lorsqu'elle revient accompagnée de la police, le conteneur est totalement vide, sans la moindre trace du matériel ni de son propriétaire. La police refuse de prendre l'affaire au sérieux et la renvoie chez elle. Choi comprend alors qu'elle mène ce combat seule et décide de découvrir la vérité par elle-même, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, j'ai subi une pression croissante de la part de ses supérieurs, qui exigent l'arrestation rapide du veilleur de nuit avant qu'il ne s'infiltre davantage dans les rangs de la police, sous peine de renvoi. Confiant, il assure qu'il résoudra bientôt l'affaire. Choi révèle alors à la télévision tout ce qu'elle a découvert, mettant en cause de hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, et jusqu'à une figure influente nommée Phare, qui n'est autre que le supérieur direct de Jay. Cette révélation provoque un chaos immédiat. Le propriétaire de la chaîne, furieux, lui ordonne de tout retirer, mais Choi refuse net. Il envoie alors un criminel pour la kidnapper, mais Jung intervient juste à temps pour la sauver. Il lui conseille d'arrêter son émission, ou au moins de proposer davantage de cibles aux veilleurs de nuit. Elle refuse à nouveau, déterminée à ne laisser personne dicter sa conduite. Pendant ce temps, Jung interroge le ravisseur et obtient 3 noms clés. Bang, un tueur à gages redoutable responsable de la mort de la collègue de Choi. Sad, son bras droit. Et Azer, un homme de main travaillant pour Kim, impliqué dans la tentative d'enlèvement. Ce dernier finit par révéler les repères habituels d'Azer.
Jung s'y rend aussitôt et affronte, seuls, des dizaines d'hommes de Kim, les neutralisant un par un jusqu'à l'arrivée des renforts qui capturent les survivants. Le gang comprend alors que cette ferme servait initialement à des crimes bien plus sordides. C'est à ce moment que J conçoit un plan. Annoncer publiquement que la ferme dissimule les corps des victimes du veilleur de nuit, dans le but de faire porter le chapeau à Kim et de retourner l'opinion publique contre lui, tout en l'éliminant du jeu. Cette manœuvre enrage Jung, touché au plus profond de lui-même. Choi, alors toujours suspendu de sa chaîne suite à son dernier épisode, apprend la nouvelle sans en être perturbé le moins du monde. Bien au contraire, elle se réjouit de voir le justicier toujours actif, défendant son honneur contre le crime. Au même moment, Jung rentre de mission lorsque J surgit brusquement devant lui. Une course-poursuite s'engage jusqu'à ce que Jung parvienne à se réfugier dans un endroit isolé, loin de toute caméra. J le confronte. « Ne t'avais-je pas donné une chance d'arrêter? Pourquoi persister? Tu es un excellent officier. Une fois diplômé, tu pourrais arrêter les criminels légalement, au lieu de faire ça. » Jung rejette catégoriquement cet argument et lui répond que la justice n'est jamais correctement rendue par la police dans ce pays. Une bagarre violente s'ensuit. J, plus grand et plus puissant, prend clairement le dessus et tente une dernière fois de convaincre Jung d'abandonner. En vain. Il commence à l'étrangler, sur le point de l'achever, mais Jung parvient in extremis à renverser la situation et à s'enfuir. Malgré ses blessures, il se relève et explique à J que c'est là sa seule façon d'obtenir justice. Il lui propose alors un marché. Si J réussit vraiment à éradiquer la corruption grâce à sa position, Jung cessera ses actions. Mais s'il échoue, il devra le soutenir. J accepte. Le lendemain, ses supérieurs le retirent officiellement de l'enquête, estimant qu'il n'a rien accompli d'utile et qu'il doit. Il l'appelle aussitôt pour lui proposer de lui aménager un nouveau studio afin qu'elle puisse poursuivre son émission. Fortuné, il accepte sans hésitation et lui prépare un bureau flambant neuf. Lorsque Choi lui demande la raison d'une telle générosité, il explique avoir besoin de son avis sincère sur le veilleur de nuit. Elle soupçonne alors qu'il pourrait le connaître personnellement, mais il dément et lui confie que, pendant ce temps, Jung poursuit son enquête et découvre un autre criminel notoire, impliqué dans le blanchiment d'argent et la fraude aux crypto-monnaies. Alors qu'il rassemble des preuves, il remarque qu'un dénommé Gok l'observe de loin. Comprenant qu'il a été repéré, Gok prend la fuite, poursuivi par Jung. Il lui confie ensuite une clé USB contenant toutes les preuves rassemblées, à remettre à Choi une fois la mission achevée. Le lendemain, l'agent Yoon rend visite au Dr John pour faire le point sur l'enquête et lui demande s'il a sollicité des informations sur ses élèves. John confirme avoir toujours refusé. Jung, témoin de la conversation, s'inquiète. Il sent que Yoon se rapproche dangereusement de la vérité. Mais cela ne l'arrête pas. Cette même nuit, il s'introduit discrètement dans une église pour éliminer le prêtre qu'il visait depuis longtemps, exactement comme prévu. Le lendemain, tout bascule de nouveau. Terrifié, le directeur du gang accorde 5 jours de pause à ses hommes pour organiser l'élimination du veilleur de nuit, comptant s'occuper ensuite de Choi et de J. Pendant ce temps, Choi rencontre Gok et récupère toutes les preuves compromettantes contre le prêtre assassiné. Avant même qu'elle ne termine son émission, J fait irruption dans le studio et interrompt la diffusion en direct, lui ordonnant de cesser de se mettre en danger et de présenter le justicier comme un héros. Choi rétorque calmement qu'elle ne craint ni les menaces ni les tentatives d'intimidation et qu'elle continuera coûte que coûte à révéler la vérité. J s'en va sans parvenir à la convaincre, espérant néanmoins qu'elle finira par entendre raison. En descendant au parking pour récupérer sa voiture, il est brusquement attaqué par derrière. Son agresseur n'est autre que Bang. Il agit visiblement sur ordre de Cam. Malgré la gravité de la situation, J parvient tant bien que mal à se défendre dans un combat acharné. Malheureusement, Bang n'est pas venu seul. Un complice tout aussi imposant l'accompagne. J tient d'abord tête à ses deux adversaires, mais après une série de coups et de blessures au couteau, il commence à céder du terrain, sur le point d'être achevé. C'est alors que le véritable héros, Jung, surgit sous les traits du veilleur de nuit et vient à son secours, le protégeant des deux assaillants. En entendant les sirènes approcher, Bang et son complice sont contraints de fuir, non sans promettre d'éliminer les deux hommes la prochaine fois qu'ils se croiseront. Le lendemain, les médias annoncent une tentative d'assassinat contre l'agent J et une vidéo divulguée fait surface. Elle montre clairement le veilleur de nuit venant à son secours, ce qui ne fait qu'accroître l'admiration du public à son égard. Heureusement, l'identité du sauveur n'y est jamais révélée. Après cet exploit prouvant qu'il protège même les policiers et défend la justice pour tous, J sombre dans le coma à l'hôpital. Bang, furieux que cette confrontation n'était pas prévue dans leur accord, se dispute violemment avec son complice, le menaçant de le tuer en premier s'il continue à lui manquer de respect. Sachant Bang capable du pire, l'homme choisit le silence. Bang promet néanmoins de réparer son erreur, mais, craignant les représailles à venir, il commence discrètement à déplacer ses serveurs de crypto-monnaie vers un lieu plus sûr, aussi loin que possible. Soudain, l'endroit prend feu. Jung s'engouffre dans les flammes, élimine tous les hommes présents, récupère les serveurs ainsi qu'une importante somme d'argent, puis dépose le butin devant un orphelinat. Choi diffuse aussitôt un message du veilleur de nuit annonçant qu'il a récupéré les serveurs et l'argent, et qu'il compte reverser les bénéfices de leur revente, mais que la police doit d'abord enquêter sérieusement sur Cam et son commanditaire, sans quoi ces attaques ne cesseront jamais. Une chaîne de télévision interviewe alors le directeur de l'orphelinat, reconnaissant envers le justicier pour ce soutien financier inespéré.
Bang, en apprenant la nouvelle, décide par pure arrogance de se venger de ceux qui soutiennent l'établissement. La nuit même, il élimine le directeur. Jung, dévasté par cette annonce, ressent une culpabilité insupportable, que remarque immédiatement sa petite amie, Snow. Elle constate qu'il a changé, devenant de plus en plus violent lors de ses entraînements, et qu'il s'absente désormais régulièrement la nuit. En le suivant discrètement, elle le surprend en pleine conversation téléphonique avec Gok, affirmant qu'il doit agir avant qu'une autre personne innocente ne soit tuée. Gok tente de le calmer en lui expliquant qu'il s'agit peut-être d'un piège, mais Jung en a déjà conscience. Il compte s'en servir pour protéger Choi, devenue la prochaine cible désignée. Pendant ce temps, dans son studio, Choi se retrouve assaillie par un groupe de voyous. Plutôt que de fuir, elle installe rapidement des caméras et diffuse l'attaque en direct. Juste avant qu'il ne l'achève, Gok surgit, déguisé en veilleur de nuit. Il neutralise tous les assaillants et la sauve. À l'arrivée de la police, elle reste étrangement calme et invente une histoire, prétendant qu'un simple spectateur de sa diffusion en direct est venu la sauver. Personne ne la croit, mais elle maintient sa version. De retour chez elle, elle se remémore le moment où Jung lui avait confié connaître le veilleur de nuit et lui avait demandé de veiller sur elle. Émue, elle comprend enfin qu'il s'inquiétait réellement pour elle. Soudain, une coupure d'électricité la plonge dans le noir, alors qu'elle est seule chez elle. Pendant ce temps, à l'académie, l'agent Yoon vient interroger Jung. Ce dernier refuse de répondre, mais Yoon révèle que la corpulence de Ji correspond exactement à celle du veilleur de nuit, confirmant ainsi ses soupçons. Il le prévient qu'il reviendra la prochaine fois avec des preuves formelles. Le lendemain, Jung rencontre enfin Gok. Au même moment, Snow avertit Jung que Yoon et son équipe fouillent l'académie de fond en comble. Jung comprend que tout se déroule exactement comme prévu. Il compte activer un téléphone crypté dissimulé dans le bureau du chef du gang afin de révéler toute la corruption et démasquer les coupables. Il découvre également un second téléphone secret servant à communiquer avec Am. La police remonte le signal jusqu'au bureau du chef. L'agent Yoon fait irruption sur place, mais le chef tente de l'en empêcher. Yoon refuse de céder, déterminé à saisir les téléphones comme preuve. Comprenant qu'il est démasqué, le chef décide de l'éliminer et envoie une voiture le percuter mortellement, emportant avec lui toutes les preuves accumulées. Ji, encore hospitalisé, apprend l'existence de cette machination. Jung, effondré, jure de son innocence et pointe du doigt la corruption généralisée du système, insistant sur le fait que sa méthode reste la seule capable de rendre justice. Il implore Ji de ne pas s'y opposer et lui explique qu'il doit désormais éliminer tous les criminels et fonctionnaires corrompus, en commençant par le chef lui-même. Pour la première fois, Ji reste sans voix, convaincu malgré lui que Jung n'a pas tort. Au lever du jour, Jung découvre que Choi a disparu depuis plusieurs jours. Au même moment, on la retrouve, kidnappée par Bang, qui la torture avec une cruauté extrême, cherchant à lui arracher des informations sur la cachette du veilleur de nuit. Persuadé qu'elle le connaît personnellement, il lui fait subir les pires sévices sans qu'elle ne prononce un mot, car elle ignore réellement tout de son identité. Pendant ce temps, Gok se rend chez elle et découvre le chaos qui y règne, confirmant qu'elle a bel et bien été enlevée. Il alerte immédiatement Jung, et tous deux échafaudent d'un plan pour riposter en s'attaquant à l'un des repères les plus importants de Cam. Gok distrait les hommes présents pendant que Jung s'infiltre pour affronter directement l'assistant de Cam. Il appelle ensuite Cam en personne et lui transmet un message clair. Il réclame Choi en échange des serveurs de crypto-monnaie. Un rendez-vous est fixé. Un jour, au stade, en pleine séance d'entraînement, Bang appelle sans réfléchir un dénommé Kim et lui propose 5 fois la somme promise en échange de Choi, révélant que le veilleur de nuit sera lui-même présent et qu'ils pourront l'éliminer sur le champ. Kim accepte et donne à ses hommes l'ordre de se préparer, jurant que personne ne quittera le stade vivant, ni le justicier, ni Bang, ni même son propre assistant. Ce soir-là, une amie de Jung, Sunhwa, le croise et l'interroge sur ses retours tardifs et son absentéisme, lui rappelant qu'il fut autrefois un élève exemplaire. Ces mots le touchent profondément. Rentré chez lui, il contemple une photo de sa mère et se laisse envahir par de doux souvenirs, sans pour autant renoncer à sa mission. Il prépare son costume de veilleur de nuit pour le lendemain, jour où tout le monde se retrouve au stade où Bang, Saad et Choi attendent le justicier de pied ferme. Soudain, la surprise est totale. Des centaines de personnes déguisées en veilleurs de nuit envahissent les gradins. Une soirée costumée bat son plein par pur hasard, créant une confusion parfaite pour Jung. Saad pousse Choi à travers la foule pour tenter de repérer le vrai justicier, mais c'est Jung qui apparaît devant eux, aussitôt identifié par Choi. Saad tente de l'attaquer, mais Jung, plus rapide, la sauve in extremis. Il l'emmène au parking, lui confie un téléphone et lui demande de tout filmer en direct. Pendant ce temps, il rassemble Cam et ses hommes, ainsi que Bang et Saad, et une bagarre générale éclate. Jung et Gok se retrouvent alors séparés dans la mêlée. Seuls face à des dizaines de membres du gang, ils refusent pourtant de céder. Voyant la situation s'aggraver, Choi sort de sa cachette pour distraire une partie des assaillants et leur prêter main forte. Au même moment, Jae, qui suit la scène en direct, débarque au stade avec 2 de ses hommes. La police tente de mettre fin à l'affrontement, mais les criminels refusent de se rendre. Jae se jette dans la bagarre pour aider Jung. Pendant ce temps, Kim fonce sur lui, prêt à le poignarder, mais quelqu'un s'interpose et reçoit le coup à sa place. Stupéfait, Jung reconnaît son ami Snow, venu le protéger.
Elle lui révèle qu'elle savait depuis longtemps qu'il était le veilleur de nuit et qu'il devait tous les éliminer. Jung confie Snow à Choi pour l'emmener à l'hôpital et retourne au combat. Quelques instants plus tard, la police arrive enfin, et Kim tente de fuir avec Bang. Ce dernier leur barre pourtant la route. Le combat reprend de plus belle jusqu'à ce que d'étranges applaudissements se fassent entendre. Le chef du gang fait alors son apparition et révèle son appartenance au réseau corrompu, éliminant ses propres hommes sans le moindre scrupule avant d'inonder les lieux pour tenter de les noyer. Jung et Ji parviennent malgré tout à s'échapper et reprennent le combat. Jung finit par immobiliser le chef, mais Ji l'empêche de l'achever, lui rappelant qu'il doit laisser la justice suivre son cours. Jung accepte à contre-cœur. C'est alors que Bang refait surface, ranimant l'affrontement. Le chef tente de les abattre par balles, blessant grièvement Ji. Jung finit par tuer Bang, avant que Ji n'abatte lui-même le chef corrompu. Une fois la corruption exposée au grand jour, Choi mène sa propre enquête et fait passer Snow pour le véritable veilleur de nuit. On apprend que Snow est morte, et Choi décide d'usurper son identité pour protéger définitivement Jung, présenté désormais comme une héroïne sacrifiée. Ce dernier se réveille sain et sauf chez lui, son admirateur ayant pris soin d'effacer toutes les preuves compromettantes. Debout devant la photo de Snow, Jung est rongé par la tristesse et la culpabilité. De loin, Choi et Ji l'observent en silence, se demandant s'il avait finalement raison depuis le début. Malgré la révélation de la corruption policière, les autorités parviennent à redorer leur image après la mort du chef, allant jusqu'à lui rendre un hommage officiel. Jung, sous le choc, comprend alors que la justice ne triomphera jamais tant que la corruption continuera de gangrener le système. Elle est ancrée trop profondément, même 1000 veilleurs de nuit n'y changeraient rien. La véritable justice, peut-être, n'existe que dans l'au-delà. C'est ici que s'achève notre histoire. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très vite. Merci.